Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'utiliser les réseaux sociaux pour trouver un boulot. Et c'est comment se distinguer des autres, comment utiliser tous les outils qu'on a à sa disposition. Donc c'est ce qu'on va voir pendant toute cette formation-là. Et comment se faire repérer dans tout ce bruit. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en 1 minute, il y avait 60 heures de vidéos qui se déposaient sur YouTube. Comment se faire identifier, comment se faire remarquer comment cibler sa recherche. Est-ce que vous voulez travailler sur Lyon? Est-ce que vous voulez travailler sur la région Rhône-Alpes? Est-ce que vous voulez travailler sur la France? Est-ce que vous travaillez sur l'Europe? Est-ce que vous voulez travailler à l'étranger? Et en fonction de toutes ces réponses que vous avez données à toutes ces questions-là, les outils ne sont pas les mêmes. C'est ce qu'on va essayer de voir pendant toutes ces séances. Et la stratégie ne sera pas la même. Ça ne sera pas du tout la même. C'est-à-dire, si je m'adresse à un marché local, j'utiliserai des outils locaux plutôt en français. Si je suis à l'international, il faudra que je cible le pays, que je trouve les bons outils sur le bon pays, parce que ce n'est pas les mêmes sur tous les pays, et que j'utilise ces outils-là. Par contre, on peut tout utiliser à distance. Alors, la première chose qu'on doit avoir, c'est une notion d'identité numérique, c'est-à-dire, on va utiliser ce que vous êtes pour vous la valoriser. C'est quoi l'identité numérique? C'est une notion un peu qui date de 4-5 ans. C'est toutes les traces que vous laissez sur vous, sur Internet. Et toutes les photos, toutes les remarques, tous les likes, tous les j'aime, tous les commentaires, tout ce que vous avez mis sur Facebook, sur YouTube, sur les médias sociaux. Tout ça, on peut le retrouver. On va voir quels outils, comment vous êtes quantifié, comment vous êtes qualifié, même des fois à l'issue de votre planète, vous ne le savez pas. Mais il y a tout un tas d'outils qui existent sur Internet qui vous calibrent. Vous voyez ou pas? Je vais vous montrer comment ça marche. Donc vous êtes déjà calibré, vous êtes déjà segmenté, vous êtes déjà dans des cases. On veut ou pas. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, malheureusement c'est comme ça. Donc l'idée c'est d'en avoir conscience et d'utiliser ça à bon escient. Il y a les traces que vous laissez, mais il y a les traces que les autres laissent sur vous. C'est-à-dire que ce qui est aussi important sur Internet, il n'y a pas que ce que vous dites, mais ce que les gens pensent de ce que vous dites. Là, on dirait une dizaine de degrés. C'est où les commentaires que les gens laissent sur, vous mettez une information sur votre Facebook, sur votre Twitter, sur une chose comme ça, et les traces des autres, les commentaires que font les autres personnes, ou le fait de reprendre l'information que vous avez diffusée, ça fait partie de votre identité numérique. Si vous êtes influent, par exemple, dans un réseau, vous mettez une information, elle est reprise, elle est diffusée, elle est valorisée. Si vous êtes un troll dans un réseau, vous êtes discrédité, vous êtes mis de côté, etc. Ça se qualifie, ça se quantifie. Une question? Non, je vais lever le bras. Donc ça fait aussi partie de vous, ces choses-là. L'identité numérique, c'est tout un ensemble de choses. Alors j'ai trouvé, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un réseau social allemand qui s'appelle Akaaki, qui était fait surtout pour les iPhones, donc si vous n'avez pas beaucoup d'iPhone, vous ne connaissez pas. C'est un réseau social qui permet de géolocaliser. C'est un Foursquare, vous connaissez? Oui, non? Un Foursquare, c'est un réseau social basé sur la géolocalisation, un peu comme Place sur Facebook. Place sur Facebook, ça vous parle ou pas? Vous dites, voilà, je suis arrivé à l'aéroport, je suis dans telle ville, je suis dans un campus, je suis à tel amphi, je suis à la BU, tout ça. Vous n'avez jamais fait ça? Ça permet de vous géolocaliser, donc vous avez un service comme Foursquare, enfin je rajoute ça aussi, et ça, qui disent, voilà, je suis à tel endroit, etc., etc. Et plus vous êtes dans un endroit, plus vous avez de points, et plus vous avez celui qui a le plus grand nombre de points à cet endroit-là, et le maire de la place. Et dans un magasin, vous avez des bons de réduction de tout ça. Donc c'est des réseaux sociaux qui existent, basés sur la géolocalisation. Vous avez la même chose, c'était un réseau allemand qui s'appelle Akaaki, qui était basé sur la géolocalisation, plus ce qu'on aime faire, c'est un peu ludique. Et donc on avait des cases qu'on venait remplir avec des badges. J'aime sortir la nuit, j'aime boire du coca, j'aime les flux RSS, enfin bref. On pouvait s'identifier comme ça, on se crée des tags et on peut s'identifier. Et l'idée c'est quand vous êtes géolocalisé, quand quelqu'un passe à côté de vous, à moins de 500 mètres, ça vibre et ça vous met un petit message et vous avez la fiche de la personne. Si vous avez les mêmes affinités, qui dit voilà, j'ai telle personne qui est à côté, qui veut, qui s'y connaît en SlideShare, qui veut discuter sur YouTube ou autre, plus ou microbiologie. Vous déclarez que vous êtes des fans de microbiologie. D'accord? Donc déjà, il y a un mode déclaratif. Certains réseaux sociaux, même, c'est même pas. Tous les réseaux sociaux vous demandent une déclaration quand vous avez rempli votre fiche sur Facebook, quand vous remplissez votre compte sur Twitter, quand vous remplissez votre fiche sur SlideShare, sur Akaaki, sur tous les réseaux sociaux, vous déclarez qui vous êtes. Un vrai profil ou un faux profil. Alors là, l'idée, c'est qu'on va bosser professionnellement, donc vous avez intérêt à déclarer votre vrai nom, votre vraie identité. Donc
il y a un mode déclaratif, on vous demande des informations sur vous-même. Si vous avez des questions, hein, vous pouvez me couper, n'hésitez pas. Il y a quelqu'un qui allait plus loin dans cette notion d'identité numérique, et que j'aime bien, là, que j'ai repris, ça date de 2006, donc c'est assez ancien hein, quand même comme notion. L'identité numérique, c'est qui? D'abord, c'est tous les certificats qui attestent de mon identité. Là, qu'est-ce qui atteste de votre identité? Première chose, c'est que vous êtes à l'université. Donc vous avez tous une carte étudiant avec un numéro d'étudiant, avec un email de l'université. Vous utilisez ou vous n'utilisez pas. Mais ça, c'est la première chose. En ligne, on peut identifier, vous remarquez d'où vous venez. On sait qui vous êtes. Et l'établissement sert de tiers certificateur. Machin se fait passer pour un étudiant. Si quelqu'un a un doute, il va pouvoir me demander à moi ou l'établissement, est-ce que cette personne est vraiment votre étudiant? Et nous, on pourra servir de tiers certificateur. Et cette notion de tiers certificateur, elle va être récurrente. On va la retrouver sur plein de choses. Donc c'est tout ce que je vous ai dit introduit. La majorité de votre identité numérique, c'est tout ce que vous dites vous. C'est vous qui contrôlez votre expression. Tout ce que vous partagez, tout ce que vous avez publié. On verra dans ce cours que depuis le mois de septembre, vous avez un portfolio sur Spiral. Je ne sais pas si vous vous connectez souvent. Vous avez un petit truc orange. Vous avez une zone dans laquelle vous pouvez créer un blog, des wikis, déposer des vidéos, vous avez tout mettre vos CV, vous avez tout un tas de choses. Tout ce que vous publiez, tout ce que vous avez déjà fait. Alors, il y en a qui n'ont pas fait grand-chose, qui ont juste un CV parce qu'ils ont fait 2 mois de stage chez la boulangère du coin. Et déjà parmi vous, il y a des gens qui ont des CV beaucoup plus conséquents. Comment on le présente, comment on argumente, comment on construit. Donc ça, on le verra aussi dans ce cours et ensuite tout au long de cette formation. Il y a ce que je fais, profession. Alors, vous allez me dire que vous êtes étudiant. Ouais, mais étudiant, c'est un métier. Il n'y a pas une formation des métiers d'étudiant, un truc comme ça. Donc, il y a déjà pas mal de choses à dire sur ce que vous avez fait pendant vos études. Bon, vous n'avez pas de compte, vous n'êtes peut-être pas conscient, vous n'avez pas assez de recul, mais vous avez déjà énormément acquis de choses, de savoir, de compétences. Il faut le mettre, parce que ce n'est pas évident pour tout le monde, il faut expliciter le fait. On sait aussi tout ce que vous appréciez. Les avis que vous donnez, les plus un, les likes, les choses comme ça. On sait ce que c'est. Quelque chose de super important, vos coordonnées. Il faut toujours qu'on puisse vous joindre de partout. Sur n'importe quel site que vous allez utiliser, partout où vous allez mettre des informations, il faut qu'on puisse remonter à vous. On verra que ça fait partie d'une stratégie qu'il faut que vous développiez. Partout, même sur mon Facebook, si vous utilisez votre Facebook d'un point de vue pro, il faut mettre vos coordonnées, un mail que vous allez toujours utiliser. Alors soit celui de l'université, soit un Gmail, soit un Hotmail, je m'en fous. Évitez les mails à la Zigounette 69 ou je sais pas quoi, le jour une nana qui se plaignait, mais enfin, bref. Évitez des trucs, ça fait pas sérieux quoi. Non, des Zigounettes 69. Tout ce qui se dit sur vous. Alors, il faut que vous sachiez tout ce qui se dit sur vous, mais pour aller un peu plus loin, il faut que vous... Est-ce que vous avez déjà fait la démarche d'aller identifier vos homonymes sur Internet? C'est-à-dire qu'il va se dire des choses, mais c'est peut-être pas vous. Donc vous avez intérêt à qualifier, qui fait partie d'une première démarche quand on gère son identité sur Internet, qui a le même nom que moi sur Internet, et qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire si un jour je reçois un message, il ne m'est pas adressé en bien ou en pas bien, il faut que je sois capable de répondre, c'est pas moi, c'est moi, etc., etc. Ça c'est super important. Il y a de plus en plus de confusion sur les noms et prénoms. Il y a beaucoup d'homonymes. Donc ça c'est une chose à faire, je vous montrerai les outils. Dans ce qui vous passionne, on sait aussi ce que vous consommez. Quand vous achetez quelque chose qui vous intéresse, vous regarderez, on en reparlera après, mais vous mettez 2 écrans Facebook, vous verrez que les pubs ne sont pas les mêmes. Parce que vous êtes qualifié, parce que vous êtes déjà pisté par tous ces outils-là. Et donc ça fait aussi partie de vous, que vous vouliez, que vous ne vouliez pas. Tout ce que vous savez, tout ce qui vous représente, donc ça c'est un peu pointu, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont encore sur Second Life avec des avatars, des choses comme ça. Et c'est des choses qui vont se développer de plus en plus, les montres 3D ou même les robots qui nous représentent. Alors peut-être dans 5, 10, 15 ans, mais c'est des choses qui vont... Et l'audience, qui je connais, quel est mon réseau, qui c'est qui m'écoute. Ça fait aussi partie de vous. Si vous êtes juste 3 dans votre réseau professionnel, c'est quelqu'un qui est un peu introverti, qui est serein, bref. Donc ça fait aussi partie. Donc ça, c'est des notions un peu complexes, un peu globales. Et c'est tous ces éléments qui caractérisent ce qu'on appelle votre identité numérique. Tout ça, ça fait partie de vous. Et tout ça, ça vous qualifie. Et tout ça, c'est quantifié. Donc, je vais vous montrer tout un tas d'outils qui vous quantifient par rapport à ces notions-là. Hein, on verra les paramètres, comment ça se passe. Donc, il y a tout un tas de choses qui existent. Donc, déjà, vous avez tous une réputation. Avec
peut-être nulle, elle n'existe pas, ou elle est peut-être déjà assez pointue, mais vous avez tous une réputation qui est liée à une évaluation. Alors cette réputation est subjective, c'est pas quelque chose d'objectif. Elle est par rapport à votre identité et ce que les autres disent de vous. Vous avez une autorité. Dans cet amphi, il y a des gens qui ont plus d'autorité que d'autres. Déjà, dans la vie analogique, ça existe. Alors vous avez le premier de la classe, il y a celui que tout le monde écoute, il y a celui que personne n'écoute, il y a le charlot, il y a le branleur, il y a le bosseur. Et déjà, entre vous, vous avez déjà ces rôles-là. Vous êtes déjà répartis comme ça. Alors, généralement, les branleurs se mettent en fond, les bosseurs se mettent en bas. Enfin, déjà, le prof, il se fait déjà une première idée comme ça. C'est pas vrai. Mais ça existe quand même. Alors, on est d'accord. Dans le groupe, vous savez qui c'est qui bosse, qui c'est qui sont là en touriste, ceux qui en veulent vraiment et les vrais passionnés. Déjà, vous, dans l'amphi, normalement, vous êtes identifiés dans ces rôles-là. Non, pas. Et donc, ce qui existe à votre échelle, petite échelle, dans ce petit amphi, ça existe de la même façon sur le réseau. D'accord? Au niveau beaucoup plus global. Je ne vais pas dire mondial, parce qu'on verra que c'est pas comme ça que ça marche. Votre audience, c'est-à-dire quand vous parlez, il y en a qui sont écoutés, il y en a qui ne sont pas écoutés. Par exemple, les fumeurs, ils parlent entre eux. Ils sortent de l'amphi, ils ont tous copé à la sortie de l'amphi, ils discutent. Les fumeurs ont une audience spéciale fumeur. Ceux qui boivent le café ont une audience spéciale café. Bon, je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Votre activité, il y a des hyperactifs dans cet amphi, il y a des hyperactifs sur les réseaux. Des gens qui sont à 50 000 tweets, 100 000 tweets, 200 000 tweets sur Twitter, et on voit plein d'informations. Il y a des gens qui font beaucoup de bruit. Je vais faire pipi, je vais faire caca, je vais manger mes pâtes. Dans les statuts Facebook, j'appelle ça du bruit. L'influence. Quand vous dites quelque chose, vous êtes écouté, vous n'êtes pas écouté. D'accord? Vous êtes repris, vous n'êtes pas repris. Donc toutes ces notions-là, dans la vraie vie, aujourd'hui, si vous regardez un peu, c'est difficile de prendre du recul quand on est dans un groupe, mais toutes ces notions-là, vous les avez dans votre vie de groupe. Et ces outils-là ne font que, entre grosses guillemets, ne font que reproduire ces comportements-là. C'est-à-dire que dans la tête de chacun ici, tout le monde, vous avez tous un classement. Vous dites, celui-là c'est un super pote, celui-là c'est un con, celui-là ce qu'il dit c'est intéressant, patati patata. De même que dans vos profs, vous avez fait un classement. Ça c'est un con, j'y vais rien que pour avoir la note, celui-là c'est intéressant, je continuerai à vous lire ces bouquins après la fac. Vous avez déjà fait des classements. Sur Internet, on reproduit exactement la même chose. Sauf qu'on reproduit avec des échelles de 100 à 1000 fois plus, parce que les outils sont beaucoup plus puissants. Et l'étendue du réseau est beaucoup plus puissante que cette simple enceinte ici. Mais les mécanismes sont les mêmes. Il y en a qui dépriment, mais c'est pas grave. Ça, c'est les accidents, le pire qui puisse arriver. D'accord? Donc il faut faire attention de ne pas tomber dans les choses comme ça. Autre chose ici que je vous ai mis autre chose intéressante, c'est un article qui montre comment, à partir de tout ce qu'on des journalistes ont fait une enquête sur une personne qu'ils ont pris au hasard sur Internet, ils ont fait une enquête sur lui, ils ont retrouvé toutes les informations. Le cours, je vous donne des pistes là, et vous pouvez le reprendre après de chez vous, c'est sur le c'est des caricatures, ça ne vous arrivera pas parce que vous êtes des gens responsables et raisonnables, mais ça peut aller jusque-là, ça peut changer la vie des gens. Autre chose assez intéressante, le personnel branding. Je ne vais pas détailler le mot. On fait en ce moment, le cours qu'on est en train de faire, en gros, c'est du personal branding, c'est-à-dire le brand, c'est la marque en anglais. On apprend à valoriser sa personne sur les réseaux sociaux. Le personal branding, c'est se vendre sur Internet. Tout ce que je fais, je suis le plus beau, je suis le plus fort, je suis le meilleur. C'est pas ça qu'il faut faire. Mais c'est l'idée de se vendre, on va dire ce qu'on fait. Alors moi, je dis toujours, pour faire une caricature là aussi, aujourd'hui, si vous ne dites pas ce que vous faites, c'est comme si vous ne faisiez rien. Je répète. Avec tous ces outils-là, aujourd'hui, si vous ne dites pas ce que vous faites, c'est comme si vous ne faisiez rien. C'est excessif comme propos, c'est pas vrai, mais c'est un peu la tendance vers laquelle on va. C'est un peu la tendance dans les mondes professionnels. Si on n'existe pas sur les réseaux professionnels, on n'existera de moins en moins dans la vraie vie. Si on ne maîtrise pas ces outils-là, on existera de moins en moins dans la vraie vie. Et donc pour caricaturer ça, vous avez un blog qui s'appelle Personal Branding, vous allez voir, qui est assez génial. Il répertorie tous les gens qui sont excessifs, qui se prennent pour les maîtres du monde parce qu'ils ont fait un tweet,
Vous allez voir, c'est une caricature, enfin, il prend toutes les caricatures et c'est un site à voir de tout ce qu'il ne faut pas faire. Personnellement. Alors, autre chose intéressante, c'est qu'aujourd'hui, vous savez travailler de façon individuelle. Vous savez travailler plus ou moins en groupe. Vous allez à la BU, dans les petites bulles là-bas qui sont à la BU, vous allez travailler en groupe. Mais vous ne savez pas travailler en réseau. Vous ne savez pas travailler en réseau. On ne vous a pas encore appris à travailler en réseau. Vous avez très peu de cas où vous travaillez en réseau. Alors j'ai mis une vidéo ici, vous irez la voir, où on explique c'est quoi le vrai travail en réseau. Et c'est pas parce que j'utilise Facebook et je travaille avec mes 3 copains que je travaille en réseau. J'utilise les outils de réseau, mais je travaille en groupe. Un réseau, c'est une notion qui n'a pas de dimension. Dans votre réseau, vous avez votre grand-mère, enfin, vous pouvez avoir une grand-mère, vous pouvez avoir un copain qui est aux États-Unis, quelqu'un qui ne sait pas qui est en Australie, avec qui vous avez les mêmes idées, vous partagez autour de la microbiologie ou la pipette machin, j'en sais rien, ce que vous voulez. Il y a des groupes de pipettes sur Facebook, il faut le savoir. Et vous échangez. Vous ne connaissez pas forcément, mais vous échangez, vous vous aidez. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai posté le cours que je vous présente aujourd'hui sur SlideShare. Il y a des gens qui m'ont donné des trucs. Tiens, tu as fait une faute d'orthographe ici, j'aurais fait ceci. Je ne les connais pas forcément. Je ne les verrai peut-être jamais. Mais comme je mets beaucoup d'informations sur les réseaux, j'ai des retours. Et ces retours se font sur le réseau. Et c'est complètement informel, non formalisé. Il n'y a pas de telle heure à telle heure, je fais une permanence pour recevoir mon mail. Je ne sais pas qui me répond. Je ne sais pas leur niveau, pas forcément. Mais il y a des interactions qui se font comme ça. Et plus on travaille en réseau, plus le réseau donne. Enfin, plus on donne au réseau, plus on reçoit du réseau. C'est quelque chose qui est très compliqué à mettre en place. Par exemple, moi, il a fallu 2 ans avant que mon Facebook me redonne des informations. J'ai commencé en 2007, là, quand ça a été créé, et pendant 2007-2009, je ne voyais pas trop à quoi ça pouvait servir. Peut-être pas Facebook, c'était plus rapide que ça, en 1 an. Pendant 1 an, je ne voyais pas à quoi ça pouvait servir. Mais à partir du moment où j'ai passé une barre, moi je situe à 300 professionnels qui suivaient mon profil. Enfin, le graphe social, c'est on est amis en relation réciproque. À ce moment-là, j'ai commencé à voir apparaître sur ma timeline, vous savez, là où j'ai des informations, des trucs qui m'ont intéressé. J'ai commencé à voir apparaître ce qu'on nous on fait la veille techno, des trucs, avant j'allais chercher à droite à gauche, maintenant ça arrivait tout seul. Et à partir de ce moment-là, quand on dépasse un certain volume dans son réseau assez qualifié, des gens intéressants dedans, on reçoit beaucoup. Mais il y a un gap à franchir, il y a une énergie, enfin c'est comme en énergie cinétique ou en thermodynamique, il faut franchir un palier pour que ça soit intéressant. Et votre réseau, c'est à vous de le construire. Et ça, c'est super compliqué, parce qu'on est tous dans des bulles. Tout à l'heure, on parlait de réseau, j'ai dit, je ne veux pas parler de réseau mondial, c'est pas vrai. On dit, on est sur Facebook, on est sur réseau mondial, c'est pas vrai. Sur Facebook, vous êtes dans une bulle. Quand vous regardez, déjà, vos amis, c'est vous, enfin plus ou moins, qui les avez choisis. J'espère que vous les avez choisis. Vous savez à peu près qui ils sont. Et du coup, quand vous regardez les amis suggérés, ben déjà, c'est les amis de vos amis. Donc, c'est pas tout le monde. C'est qualifié, c'est calibré. Les pubs, c'est qualifié, c'est calibré par rapport à votre âge, par rapport au like que vous avez fait, par rapport à tout un ensemble de choses. Donc, tous ces logiciels-là vous enferment dans une bulle. Et donc, vous ne voyez que ce que vous avez envie de voir, que ce qui vous intéresse. Par contre, il peut y avoir des choses derrière, vous ne les verrez pas. Et ça, c'est un des gros problèmes qu'on voit de plus en plus apparaître, même sur les moteurs de recherche. Je vous ferai un détail tout à l'heure. Même les moteurs de recherche ont cette qualification sociale. C'est-à-dire, quand vous êtes sur Google, vous prenez 2 ordinateurs à part, vous tapez le même mot-clé, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Si c'est votre ordinateur personnel, il a enregistré vos préférences, votre âge, les sites où vous êtes allé, il vous répondra par rapport à tout ça. Vous prenez un ordinateur vierge, rien fait, vous tapez le même mot, vous n'aurez pas les mêmes résultats. La façon d'écrire les choses, on verra après. Ça vous change les résultats. Donc, les logiciels vous enferment dans des bulles. Hein, parce qu'on vous a qualifié, on vous a calibré, on vous met dans une... Donc les informations sont calibrées. Normalement, je vous ai mis des liens aussi sur des conférences. Donc dans la première bulle, il y a qui? Par exemple, il y a Stanfield. Là, on est quoi, une centaine? C'est une petite bulle. On est entre nous, vous vous connaissez, vous êtes vus, vous êtes liés plus ou moins, déjà par le diplôme que vous avez passé, par les profs que vous avez, les épreuves que vous avez passées, les TP, les TD, les dissections, enfin j'en sais rien, les manips et tout ça. Déjà, vous êtes dans votre bulle à vous, entre vous. Vous vous connaissez. Déjà connaître, mêmes étudiants à l'université de Grenoble qui n'est pas de si loin, je ne suis pas sûr que vous le fassiez.
Vous connaissez des étudiants en M1, microbiologie à Grenoble, à Saint-Étienne? Ailleurs, dans une autre université, non? Non. Un? Il y en a un qui en connaît. T'en connais combien? Tu viens de Grenoble? Ah, il n'y en a pas à Grenoble, il n'y en a pas à Grenoble. À Dijon. Dijon, on en connaît deux. 3, 4. Bah, déjà, t'as une bulle. Mais tout ça pour dire qu'on est trop. Enfin, malgré tous ces outils-là, on reste centré sur notre petite personne, notre petit monde. D'accord? Même si on a des centaines d'amis ou des milliers d'amis. Qui a plus de 500 amis sur Facebook, par exemple? Qui a plus de personne? Hein? Tout le monde? Alors tout le monde ou personne? Non? De toute façon, c'est pas grave parce que dans les exercices que je vous demande, je vous montrerai, il faudra me donner tous les amis que vous avez à droite, à gauche. Donc le premier niveau, c'est ça. Vous avez un premier niveau, cette première bulle, vous créez. Ça, c'est super important de bien qualifier ça. Et en fonction des réseaux sociaux, le graphe social, c'est-à-dire la relation qui est mise à l'autre personne, n'est pas les mêmes. Sur Facebook, la relation, le graphe social, on dit on est amis. Il y a un lien de réciprocité dans l'échange d'informations. Dans Facebook, on est amis. Ça gêne beaucoup vos profs, par exemple. J'ai observé, les profs de l'université ne veulent pas utiliser Facebook à leurs étudiants parce qu'ils ont la photo de la grand-mère, du gamin, du chien, donc je ne veux pas l'ouvrir, je ne veux pas que mes étudiants voient ma vie privée. Sauf les profs qui viennent me voir, qui ne connaissaient pas Facebook, on commence à les mettre sur Facebook, eux ils démarrent avec les étudiants pour avoir un réseau social, pour échanger, des trucs comme ça. Donc il y a, et c'est trop compliqué, je ne sais pas si vous allez essayer de gérer des groupes sur Facebook, c'est galère quoi, il y a plein de boutons, ils n'y arrivent pas. Enfin, c'est trop compliqué à faire, donc ils ne le font pas. Par contre, vous avez d'autres réseaux sociaux comme Google+. Vous connaissez Google+, ou pas? Qui c'est qui est sur Google+? Une seule personne? Deux personnes? Wow. Google+, vous n'avez pas ce lien de réciprocité. Vous faites des cercles, vous pouvez voir ce qui se passe dans un cercle, mais la personne n'est pas obligée de vous voir. Il n'y a pas ce lien de réciprocité. Autre grosse différence entre les étudiants et les profs, c'est le mot ami. Un prof, c'est un adulte, il y a un ami, c'est quelqu'un que je connais, qui vient m'aider à déclencher le déménage. Pour un étudiant, c'est une notion qui est beaucoup moins implicative. Les sociologues parlent de framing, c'est-à-dire un ami, c'est vous abonner à un contenu. Ce qu'il fait, ça m'intéresse, c'est pas forcément mon ami, je veux voir ce qui se passe, patati patata. Donc il y a cette notion sémantique qui est complètement différente. Vous ne donnez pas le même sens à ce mot-là. Donc déjà, pour constituer un réseau entre profs et étudiants, ça c'est un peu compliqué, mais bon, c'est pas le propos aujourd'hui. Et ensuite, deuxième niveau, vous avez les amis de vos amis. Les amis ont des amis. Et on voit très vite, là, par exemple, sur l'écran de droite, là, sur la table de droite, j'ai mis mon LinkedIn. On verra pendant la progression ce que c'est un réseau social professionnel. Donc les amis de mes amis, très vite, vous voyez l'amplification qu'une information peut avoir. Et très vite, dans les réseaux professionnels, on voit qu'on peut impacter tout un nombre de gens. Et de plus en plus, les recruteurs utilisent les réseaux sociaux. Alors, je vous ai mis des témoignages, il y a des vidéos où la nana, elle dit, voilà, la recruteuse, elle est au téléphone, il y a une vidéo comme ça, elle dit, le gars, il m'appelle, j'ai son nom, son prénom, je tape sur les outils, je vais vous montrer. En 5 minutes, je sais si le gars me raconte si c'est vrai ou c'est pas vrai. Parce qu'il y a plein d'outils qui vous permettent le recruteur, très vite, il se fait une idée de ce que vous faites. Et de plus en plus, ils utilisent ces outils-là. Cadre juridique. On est en France. Donc il y a la loi qui s'applique, qu'on le veuille ou pas. Enfin, on dit c'est toujours à l'étranger. Non, c'est pas vrai. Il y a en France, tous les gros réseaux sociaux sont présents. Il y a un bureau Facebook en France, etc. etc. Ils font quand même attention aux lois françaises. Ils sont assez réactifs, voire même très réactifs. Par exemple, quand on a créé les pages Lyon 1 et les groupes Lyon 1, au départ c'était galère, en 2007-2008, il y avait une dizaine de groupes, les étudiants avaient tous créé un groupe Université Lyon 1. Donc après, pour les faire fermer, c'était compliqué. Il fallait que le groupe soit vidé, enfin bref, c'était compliqué. Maintenant, on envoie un message à un bureau à Paris, et dans la journée, c'est fait. Si vous ouvrez un groupe Lyon 1, on peut le faire fermer très rapidement.
Donc les noms sont défendus, etc., etc. Vous, vos droits sont défendus aussi. Il y a une législation qui existe, hein, je vous ai mis les articles du code qui existent, qui défendent vos droits à l'image, vos droits, etc., etc. Ça existe, c'est appliqué. Vous avez aussi des fiches sur la CNIL qui expliquent vos libertés et vos droits. Donc il y a un cadre juridique qui existe, il y a des sanctions qui sont prises, il y a des cas de harcèlement qui ont été jugés, qui ont été démontrés, donc on n'est plus au Far West. Si pendant quelques temps, pendant un an ou deux, je dirais de 2007 à 2010, avec 3 ans, c'était un peu, je ne sais pas où on allait, maintenant il y a une jurisprudence, il y a des textes qui sont appliqués, etc., etc. C'est plus du tout, moi je pense que c'est plus du tout le Far West. Il y a un cadre historique sur l'évolution de cette identité numérique. Alors ça, je vous invite, je le remettrai de toute façon, absolument à aller voir cette vidéo-là qui explique c'est quoi l'identité numérique, c'est en anglais en plus, ça vous fera du bien. Il faudra la voir à 2 titres. Un, c'est comment il présente et qu'est-ce qu'il présente. Donc je vous invite à aller la voir, c'est un truc absolument à aller voir. Pour moi, c'est la première vidéo qui explique bien c'est quoi l'identité numérique. Et vous regarderez comment il présente ça, c'est du boulot super génial. Il y a un cadre philosophique aussi à l'identité numérique. Vous avez 7 artistes new-yorkais. Alors Hassan Elahi, c'est un homonyme, je vous parlais d'homonyme, c'est un homonyme d'un des mecs qui s'est foutu dans les tours du 11 septembre. D'accord? Et c'est un artiste, et il ne savait pas, et le 13 septembre ou 15 septembre, il s'est pointé à New York. Alors, je ne explique pas, il débarque à New York avec le même nom qu'un des mecs qui s'est foutu dans les tours, il s'est fait embarquer direct par le FBI, il s'est retrouvé dans une pièce tout à poil pendant 15 jours. Et on lui a dit, toi tu vas finir ta vie à Guantanamo, ta femme, et tu ne verras plus personne. Et là c'était un choc. Et comment il a pu s'en tirer, c'est que c'était un artiste, et depuis les années 2000, il prenait tout en photo, tout ce qu'il faisait. D'accord? Donc vous verrez là, j'ai mis sur le lien là. Cliquez dessus, il explique, il raconte son aventure, ce qui lui est arrivé. C'est encore un cas extrême, mais c'est un peu, pour expliquer la philosophie de ça. Et lui, sa philosophie, c'est on peut devenir anonyme en publiant tout de soi. Parce que le fait qu'il ait tout mis en ligne sur son blog, partout où il était, il a pu prouver à chaque date où il était précisément. Pendant 3-4 ans, donc c'est un cas extrême, mais lui, ça lui a sauvé la vie. Il a dit voilà, à tel endroit j'étais en Hongrie, je ne suis jamais allé ou en Afghanistan, il a pu montrer des photos, il s'est fait prendre en photo partout. Donc c'est un projet artistique, donc de dévoiler toute sa vie. Donc après ça pose des problèmes. C'est par rapport à ces notions-là, là je vous dis comment ça se passe, mais ça pose des problèmes. Est-ce que je dois être transparent? Qu'est-ce que je dois rendre transparent de ma vie? Est-ce que je dois avoir des zones d'ombre? Il n'y a que vous qui pouvez... qu'est-ce que je mets dans mes zones d'ombre? Ça c'est votre problème à vous, c'est un problème personnel, c'est à vous de le gérer. Je ne peux pas m'immiscer dans votre vie privée, ça c'est à vous de le gérer. C'est la dictature d'exposition. C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, si je ne dis pas ce que je fais, c'est comme si je ne faisais rien. Et quelle est la limite entre je m'expose et je suis anonyme? Quel est l'intérêt d'être anonyme? Quel est l'intérêt de s'exposer? Ça, c'est aussi des problèmes, c'est à vous de répondre à ça. Autre gros souci qu'on a, c'est le droit à l'oubli. Si vous avez fait des photos que vous mettez sur votre Facebook, des vidéos sur votre YouTube, des trucs comme ça, je crois que YouTube c'est assez facile à faire enlever. Il y a quelqu'un qui vous filme en train de vomir dans les toilettes avec son iPhone, il est sur YouTube. Vous avez en bas de la vidéo 3 images, un truc comme ça. Sur chaque page YouTube, vous avez cette petite mention-là. Vous cliquez dessus. Si vous avez un compte sur YouTube, d'abord il faut se faire un compte sur YouTube. De toute façon, on va le faire, on va tous le faire pendant les cours. Si vous avez un compte sur YouTube, vous êtes identifié et voilà, cette vidéo-là utilise mon image à mon insu. Et dans la demi-heure, c'est enlevé. D'accord? Donc, le droit à l'oubli, ça peut aller assez vite. Ça, ils sont super réactifs par rapport à ça pour faire enlever les choses. L'adresse de la vidéo existera toujours et on dira Monsieur Machin a fait enlever cette vidéo. On saura que c'est vous qui l'avez fait enlever. Hein, je ne sais pas si vous êtes tombé sur une page noire, il y a marqué cette vidéo ne respecte pas les droits d'auteur de telle compagnie, tel machin. Nous on l'a fait pour il y a des gens qui ont piqué des vidéos à l'université, d'autres universités ou d'autres étudiants ou d'autres profs qui les ont mis sur YouTube, on les a fait retirer. Et ça marche très bien. Mais il faut avoir un compte sur YouTube, il faut se créer un compte YouTube. Donc il y a déjà, dans la pratique, on peut faire ça. Sur Facebook c'est beaucoup plus compliqué.
Dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué parce que une vidéo, elle peut être dupliquée sur plusieurs comptes sur YouTube, elle peut être dupliquée sur d'autres serveurs que YouTube, qui sont eux moins scrupuleux, qui existent aussi. Donc le droit à l'oubli, ça existe, ça se travaille. Il y a des démarches assez simples à faire, mais ça ne marche pas tout le temps.